Bonjour à tous et bienvenue dans ce 45e épisode des Tontons Golfeurs, un épisode sur de la réflexion pour devenir un meilleur golfeur. Et je suis avec mes amis Sébastien Gros. Bonjour Sébastien. Bonjour Kevin. Et mon ami Antoine Schwartz. Non, je crois pas qu'il soit là, Kevin. Antoine Antoine. Antoine, il est où? Non, mais je crois qu'il est pas là. Ah mais on rigolait Antoine sur le putting. Je crois qu'il l'a mal pris. Ah oui, c'est sûrement pour ça qu'il a pas voulu venir aujourd'hui. Ah, ou peut-être qu'il va venir que sur les épisodes sur le putting maintenant. J'ai l'impression que c'est ça. On va en tourner de moins en moins du coup. Bon, bah non, notre ami Antoine, malheureusement pour lui, il n'a pas pu se libérer. Il est entre Miami et les Bahamas, le pauvre. Et il est pas en vacances, hein, c'est un dur métier le putting. Donc, non, mais pour des raisons fiscales. Enfin bon, voilà, on n'en dit pas plus. Non, il est en coaching, il est en coaching pendant pas mal de temps, effectivement, dans des endroits qui donnent un peu envie. On voulait qu'on se délocalise à l'île Maurice et compagnie, mais Bahamas, on prend aussi. Hein. Ouais. Et en l'occurrence, je crois que le tournoi de son joueur commençait hier, je crois. Je sais pas comment il a joué d'ailleurs. Je sais pas si tu l'as Oui, vu. mais nous enregistrons dans les conditions du direct. C'est pour ça. C'est vrai. C'est pour ça. Mais... Alors, avant tout, un grand merci à Wally Clubmaker pour son aide sur tous les réseaux sociaux, sur tous les montages. Un grand merci à toute l'équipe qui nous aide pour avancer sur les tontons. Donc, un grand merci à eux. Un grand merci bien évidemment aussi à Golf Planet, notre partenaire 100% digital et 100% gratuit. Vous pouvez aller voir sur l'application, enfin télécharger l'application et pouvoir suivre absolument toutes les dernières nouveautés du monde du golf. Et puis bien évidemment suivre aussi l'actualité des tontons golfeurs. Mais vous pouvez aussi bien évidemment vous inscrire à la newsletter que vous pouvez recevoir tous les lundis pour encore plus n'avoir aucune chance de ne rien rater. Et un grand merci à Callaway qui nous suit depuis le début. Donc un grand merci à eux. Vous pouvez retrouver toutes les nouveautés. Dernièrement, c'est les nouveaux wedge opus qui sont sortis. Donc n'hésitez pas à aller les tester dans vos magasins et notamment chez Wally Clubmaker. Kevin, Sébastien. quel est le golfeur idéal ? Oh là 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 là. Bah, le golfeur idéal, il tape à aller aux alentours de 300 mètres, tout droit, Ça, c'est tout le bien temps. ça. Tout le temps, tout le temps. Du coup, après, bah, il a plus qu'un coup de pied pour aller au green. Il peut être pour birdie ou eagle à chaque fois. Quand il a un chip, parce qu'il était un peu court sur le drive pour le green, bah, bon, allez, de temps en temps ça rentre. Au pire, on fait virgule. Et puis bah, les putts, je vois tout de suite la ligne, je m'aligne et puis ça va dans le trou. Et bah voilà, fin de l'épisode. On a réussi à définir. Non mais, bah ouais. Et puis, bah, il a pas besoin de chipper, non vu qu'il rate pas De un temps en green. temps, le drive, il peut être un peu court sur les par 4 du green. Tu vois, juste Ah. devant, t'as un petit chip, tu vois. Ça peut arriver. Et évidemment, Bon, ça, c'est attends, l'image, par contre, le chip, c'est un chip lobé avec la face ouverte et qui Ah ouais, pitch en avec dunk. beaucoup de spin. Et qui se pitch en dunk directement dans le trou. Avec beaucoup de spin, là où elle fuse dans le trou, elle glisse dans le trou. Ah, Bon, ça c'est le golfeur idéal. Quel est le golfeur amateur idéal ? Parce que là, 300 mètres, c'est souvent quand même sur le monde professionnel. Bah, je pense que alors souvent, c'est vrai que les golfeurs amateurs ont un idéal qui est très proche de celui qu'ils voient à la télé. Donc on n'est pas très loin de ça. Mais idéalement, le golfeur idéal, c'est allez, je tape le drive sur le parcours entre 200 et 220 mètres. Je parle chez les hommes. Je putt pour birdie souvent. J'arrive à faire des pars, j'arrive à faire des birdies. Je fais pas trop de doubles parce que je fais pas trop d'erreurs stratégiques. Et puis bah, Et surtout, je ne rate jamais un putt à moins de 5 mètres. ouais, ça c'est C'est même pas à moins de 1 mètre, c'est à moins de 5 mètres. Je suis pas très loin, donc ça doit tout le temps rentrer. Et puis c'est un peu comme dans ce qu'on fait son marché en fait. On regarde la télé, on se dit ah bah tiens, c'est vrai que lui j'aime bien comment il fait le swing et j'aime bien où est son club et puis j'aime bien la trajectoire qu'il fait. Bon bah voilà, c'est ça que je vais essayer de faire et je vais essayer de m'entraîner à faire exactement ça. Et Ouais. donc ça c'est souvent un petit peu, on fait exprès un petit peu de caricaturer. Mais c'est souvent des réflexions qui sont faites par les joueurs de golf, amateurs ou pros d'ailleurs. Hein. On a tous
chez les pros, regarder le top 5 mondial et se dire ok, dis donc, la tendance en ce moment c'est qu'ils font tous des fades. Est-ce qu'il faudrait pas, moi je suis un joueur doré, est-ce qu'il faudrait pas que je change de totalement d'identité pour essayer de faire comme les meilleurs joueurs du monde? Donc ça arrive à tout le monde, hein. Ça arrive vraiment. Est-ce que c'est pas Adam Scott qui, justement, quand il travaillait avec Butch Harmon, qui lui avait demandé de construire un peu le même swing que Tiger? Si, complètement. En l'occurrence, il a pas mal réussi. Ouais, il a plutôt bien réussi même. mais bon, ça c'était quand même dingue de vraiment. Tant qu'à faire, on partage le même coach, on a un gabarit qui ressemble un peu. Bon, tant qu'à faire, je veux faire le même swing que Tiger. Bon, il a bien réussi même. Ouais, il a bien réussi. Mais bon, il faut dire quand même que... et c'est un des swings de Tiger, parce que Tiger, pour le coup, c'était un des seuls qui a réussi à changer, et on va en citer d'autres, mais qui a réussi vraiment à changer d'identité golfique plusieurs fois, et malgré tout, arriver à être performant et gagner des majeurs avec quasiment tous les swings qu'il a eu. Avec les trois gros swings qu'il y a eu. Donc, il a travaillé avec Butch Harmon pendant longtemps. Donc, ça, c'était le swing. Il y a beaucoup un swing qui paraissait le plus naturel et classique, avec un déplacement un peu à droite, à gauche. Presque avec, entre guillemets, des défauts, mais du coup, c'était son identité. Ouais. Ensuite, c'était presque du swing parfait avec Butch Harmon, avec Hank Haney. Ouais. Mais là où, pareil, il a fait des saisons 2005, 6, 7, des saisons stratosphériques. Mais il était plus centré à gauche, presque un peu en stalk. Ouais. Et puis ensuite, bon, après, il a commencé à y avoir toutes les déboires. Tiger qui s'est fait opérer du dos récemment, donc je pense qu'il va encore y avoir un nouveau swing si jamais il rejoue, le pauvre. Ouais. Ah, il a l'air de peut-être jouer à son tournoi là. Ils avaient l'air d'annoncer. Mais non, ils ont annoncé, là, on enregistre on sort dans plus de jours que ça, mais hier ils ont eu un statement comme quoi ils se refaisaient opérer du dos. Ah, j'ai pas suivi. Il m'a pas appelé. Il t'a pas appelé? Moi non plus, j'ai vu un communiqué de presse, je t'avouerai. Tu l'as vu dans Golf Planet, c'est ça? Exactement, bien vu. Et donc du coup, ouais, il y a beaucoup de joueurs qui ont essayé de copier d'autres joueurs, je sais pas forcément, mais en tout cas de changer d'identité de swing. Et on voit que, on peut en citer, on peut citer des joueurs en plus qu'on connaît et avec qui on a pu jouer, comme un joueur comme Sam Snead. Ouais, on est vieux, mais pas tant que ça quand même. Sam Snead et Ben Hogan. J'aurais bien aimé, en soi. J'aurais bien aimé jouer avec eux. Mais non, Matteo Manassero, qu'on citait tout à l'heure quand on préparait un peu l'épisode. Matteo, un prodige italien qui est à peu près de notre génération et qui a très très bien joué très rapidement chez les amateurs, mais et en suivant chez les pros avec pas mal de victoires assez précoces. Oh, gagné 4 fois avant 20 ans, dont Wentworth. Ouais. Et un joueur qui, après étude un petit peu de son jeu, s'est dit aujourd'hui, pour mieux jouer, il faut que je tape 20 mètres plus fort. Et qui est parti dans une transformation de swing. Et physique aussi. Physique aussi, pour essayer de gagner énormément en vitesse et en distance. Et puis, c'était la dégringolade. Il s'est retrouvé à peine jouer l'Alps Tour en 3 ou 4 ans. Donc il est passé de peut-être 50e mondial à ne même plus jouer sur l'Alps Tour, et c'est là qu'il a fini par reprendre confiance et compagnie et avoir créé beaucoup d'anxiété en fait dans son jeu. Il n'arrivait plus à démarrer le club, il n'arrivait plus à chipper, il n'arrivait plus à putter, mais vraiment plus quoi. Enfin, c'était terrible qu'un joueur aussi talentueux se soit et hyper instinctif, perdu. Ouais, et autant perdu, aussi créatif et faire un swing très mécanique, et même maintenant il fait malgré tout un swing assez mécanique, mais on sent qu'il est toujours en pansement de cette mauvaise période justement. Notamment putting, tu vois qu'il a... Les pansements ont l'air de sacrément bien tenir, vu qu'il a quand même il a fait top 10 de la Race to Dubai l'an dernier, et il a joué le PGA Tour cette année, donc c'est un comeback absolument hallucinant qu'il a pu faire, parce qu'il est revenu des abysses mentales dans lesquels ce jeu peut nous emmener. Mais il y a des gars, là, qui est-ce qu'il y a qu'on n'a jamais revu après des changements de swing, toute proportion gardée, mais il y a des joueurs comme Luke Donald, Martin Keimer, qui ont voulu changer aussi pas mal de choses dans leur jeu et ça n'a pas été fructueux. En tout cas, ça a été des changements qui n'ont pas forcément amené du mieux.
Ouais, et qui sont jamais vraiment revenus au niveau où ils ont été. Ah, ils sont pas revenus à aussi haut niveau. Ouais, ils étaient Mais ils toujours sont quand même restés des à un très très bons haut joueurs, niveau, bien mais, sûr. Bien mais sûr. l'un des seuls autres, enfin, là, il y en a sûrement d'autres, on connaît pas malheureusement tout, ou heureusement d'ailleurs, mais l'un des seuls autres, ça a été Faldo quand même, Faldo qui avait fait une complète reconstruction de son swing. Tout le monde pensait qu'il serait perdu. Il a eu du mal d'ailleurs au début avec ce nouveau swing qu'il avait construit avec David Leadbetter. Ouais. Ça a fini Ça a par fini par encore payer. plus payer, et puis payer bien comme il faut. Ouais, C'était ouais. une machine de destruction massive. Après, je pense que en fait, c'est des joueurs comme Tiger qui, en fait, avec n'importe quelle identité, ils avaient des aptitudes mentales. Tellement d'aptitude et tellement de détermination Ouais, que en fait, que l'identité du swing et de la manière dont ils jouaient avait moins d'impact que pour 99% des joueurs sur cette planète. Mais c'est très très rare. Et puis je pense que c'est des monstres de travail, les deux personnes qu'on vient de citer aussi. Donc c'est des personnes ouais. qui ont peut-être surpassé la plupart des gens sur le fait de pouvoir espérer un changement d'identité de swing par une masse de travail colossale couplée effectivement à des aptitudes déjà qui sont hors du commun. Donc se diriger vers un golfeur qu'on n'est pas. Est-ce que tu es tombé dans le piège, toi? Ouais. Ah ouais, moi Ah, bah, raconte-nous je suis alors. tombé à fond dedans et pendant très longtemps en plus. Mais même pas. Je pense que je suis le vrai golfeur que je suis depuis que j'ai arrêté ma carrière de joueur. Donc tu vois, c'est quand même, ça a duré très longtemps. Je pense que je l'ai été étant jeune et je pense que ça colle avec à peu près la période où j'ai le mieux joué. Et puis je pense que une première chose qui s'est passée, c'est quand je suis arrivé où on s'est vraiment rapproché au Pôle France, où là on a essayé de nous mettre dans une identité, un peu Leadbetter d'ailleurs, une identité de swing qu'on avait un peu tous la même. Et là déjà je me suis un peu perdu parce que je savais plus qui j'étais. Mais en gros j'avais l'impression d'avoir un swing qui était 100 fois meilleur techniquement de ce que je faisais avant. Et en fait, j'y arrivais pas. J'y arrivais plus à faire un score. Je me sentais pas bien. Et du coup, sur le parcours, j'étais pas en accord avec moi-même. Et après, je suis revenu un peu plus à ce que j'étais. Et après, je me suis perdu plus en regardant effectivement les joueurs à plus haut niveau. Je me suis dit, OK, aujourd'hui, je veux faire une activité de sportif de haut niveau dans le golf. OK, qu'est-ce qui se passe dans les 10 meilleurs joueurs mondiaux? Qu'est-ce qui leur sort? Quel est le joueur peut-être sur lequel je m'identifie le plus et sur lequel j'aime le plus en fait dans son style de jeu. En l'occurrence, ça a été pas mal Rory parce que c'est quelqu'un qui était de notre génération en plus, qui fait à peu près ma taille et avec lequel je m'étais un peu assimilé. Et au final, au niveau de la technique, c'est pas du tout la même identité qu'on avait et pas du tout la même trajectoire. Moi, je suis un joueur qui a tendance à faire partir la balle plutôt à gauche de moi et qui a joué finalement le mieux que j'ai joué, c'est presque un pull draw, on va dire. Alors que lui, c'est un énorme joueur de push. Enfin, déjà, on fait pas sortir la balle du tout au même endroit. Par rapport à là où vous visez, Ouais. vous la sortez à l'opposé en fait. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, tous les fondamentaux du swing et de la mécanique sont inversés, mais total. Et du coup, j'ai essayé de changer, j'ai essayé de partir dans plusieurs directions, et puis après, ça marche un temps, ça marche plus. Donc voilà, ça c'est mon exemple personnel, mais c'est pour vous dire que ça va très vite. Ça va très vite et on s'en rend pas forcément compte. Et en fait, la plus grosse erreur, parce que parfois même tu y arrives au practice à faire ce qu'il faut. Tu y arrives. J'arrivais très bien au practice à recopier les fondamentaux d'un swing comme Rory. J'arrivais à peu près mécaniquement. Je ne vous parle pas dans tout l'ensemble. Hein. Musculairement, c'était facile aussi. Mais, Tu avais la même carrure que lui. mais par contre, en fait, sur le parcours, j'étais tellement éloigné de qui j'étais et de ce qui me rassurait, ce qui me permettait d'être performant, qu'en fait, ça ne pouvait pas marcher. Ça ne pouvait vraiment pas marcher. Est-ce que toi, ça t'est arrivé? Ouais, première grosse période de doute, 2017. Là où ça faisait un moment, du coup, déjà que je travaillais avec Benoît Telleria, avec qui je me réentraîne depuis. Et là où, justement, à forcément vouloir penser que c'était technique, que je jouais moins bien et compagnie, j'ai changé, du coup, enfin,
On avait fait intervenir quelqu'un justement pour nous aider à essayer de solutionner un peu le problème. Assez vite, j'ai eu un os à ronger technique qui me donnait un peu à bouffer de ce dont j'avais envie, qui me faisait Puis t'aimes faire bien ça. beaucoup moins. T'aimes bien en plus. Ouais, moi que j'aime bien aussi, mais qui est un travers plus qu'une qualité. Parce que si c'est une phrase que j'ai depuis longtemps, qui n'est pas de moi bien évidemment, qui est de Manu Ortega, qui s'il nous écoute, je lui fais un clin d'œil, qui est un de mes premiers pros d'enfance, qui disait « La technique mène à tout à condition d'en sortir ». Ouais. J'aimais bien Ouais, elle est top. cette image. Et sauf que très souvent, justement, quand tu fais un travail technique, en général, tu te perds dans la technique. Et du coup, quand tu vas sur le parcours, tu te mets à techniser le golf. Tu te mets plus à jouer. Et justement, moi, dans mes travers, quand justement je suis sur un point technique précis, en général, je l'emporte trop avec moi sur le parcours, à penser à ça tout le temps sur le parcours, alors que c'est pas du tout le practice. Donc, il faut que tu penses surtout au coup que tu as à jouer. Et le swing, c'est un outil. C'est un outil, comme tu mets un gant, comme tu as des chaussures de golf. En fait, c'est pas là que tu vas travailler sur le parcours ou quoi que ce soit. Donc je me suis justement un peu perdu sur moins d'effets. Moi, j'ai toujours été un joueur qui aime beaucoup jouer avec les effets. Et si ma balle, tout d'un coup, a moins de courbes, c'est parce que mon swing, en ce moment, produit moins de courbes. On sait qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de décalage en degrés ou quoi que ce soit pour qu'une balle tourne peu ou beaucoup. Mais j'ai toujours vu des coups un peu différemment. J'ai toujours... mon identité, elle est comme ça. Elle est assez créatrice, même si je suis beaucoup dans le contrôle. Et justement, à chaque période de ma carrière, dont celle-là, là, 2017, là où je me suis un peu réfugié dans de la technique et du contrôle, ça a mené à en fait prendre la pente descendante plus rapidement encore que prévu. Donc c'est vrai que maintenant, quand je suis retourné travailler avec Benoît, l'une des premières choses que je lui avais dit, c'est, par rapport à ce que tu disais d'un swing qui paraissait meilleur, je lui ai dit, je suis un bien meilleur swinger, mais je suis pas un meilleur joueur. Et en fait, j'aimerais retrouver mes défauts. Ouais. J'aimerais retrouver mes défauts de swing qui vont avoir des conséquences. C'est-à-dire que moi, très souvent, je peux avoir tout d'un coup une posture qui s'affaisse un peu. Je peux avoir les mains qui partent un peu à l'intérieur. Je peux me jeter un peu derrière avec des mains un peu actives. Qu'est-ce que ça peut donner ? Ça peut donner de temps en temps une gauche-gauche. Mais en fait, j'étais un meilleur joueur en sortant 2 gauche-gauche par jour qu'en n'en sortant plus, mais du coup en faisant quelques pushs. Parce que du coup, moi, ma visée, elle a toujours été un peu à droite d'une cible. Ouais. Sauf que quand tu fais un peu gauche-gauche, déjà, un peu de marge. Ta balle, elle est sortie à droite. Donc déjà, la gauche, elle est plus loin. Mais sauf que si tu as toujours ton même système de visée, parce que c'est comme ça que tu es un bon joueur, mais que du coup, tu te mets à rater de l'autre côté, en fait, tu es déjà aligné à droite. Donc il suffit de pas beaucoup rater à droite pour qu'elle soit très à droite. Ouais. Donc c'est là où c'est très difficile où est-ce qu'on trouve l'équilibre entre améliorer la technique sans se dénaturer. Ouais. Et c'est là qu'il faut, en fait, c'est à quel moment on réalise qu'on ne sera jamais le golfeur qu'on a envie d'être. Le golfeur idéal. Ouais, le golfeur idéal. Je pense que c'est d'abord un gros travail d'introspection, de soi-même avec soi-même. Et en fait, d'arriver sur le parcours et se dire, mais en fait, je me sens pas bien en fait. Je me sens pas bien. Alors je vous dis pas, quand vous faites un changement hivernal avec votre coach, c'est normal de pas se sentir bien tout de suite sur le parcours. Je parle sur des durées plus longues et sur quelque chose qui est acquis quasiment au practice, où vous arrivez à le produire, ou même à l'entraînement sur le parcours parfois, mais que quand vous êtes sous pression, vous vous dites, mais en fait, ce coup-là, je ne le vois pas. J'ai envie de jouer autrement, j'ai envie de m'aligner là, j'ai envie de me rassurer comme ça. Je sens que dans ces conditions-là, j'ai les mains qui sont crispées, donc je ne peux pas avoir un swing qui est basé sur des mains. Je peux pas. Voilà, il y a plein de choses qu'il faut arriver à identifier et du coup à arriver à construire toute sa technique et tout son jeu autour de qui on est. Et ça... ou qui on devient, parce qu'on peut être un jeune joueur et du coup grandir et prendre beaucoup de distance, donc le profil de joueur il évolue. On peut être plus âgé et commencer à frapper la balle de moins en moins loin, donc ça va peut-être plus être la distance au driving qui peut devenir un point fort. Ça peut peut-être plutôt être soit la précision, soit se concentrer sur le petit jeu. Donc il y a qui on est, mais il y a qui on est aussi dans le temps, là où ça évolue, tout simplement en fait. Ouais, c'est très important de regarder quel joueur effectivement on a envie de devenir, mais qu'on a envie de devenir en gardant son identité. C'est quelle est la projection de nous en tant que golfeurs sur les prochaines années, comment on peut améliorer ce qu'on fait bien
autour de nos faiblesses, qui seront toujours des petites faiblesses, mais qui seront toujours présentes. On ne peut pas baser un swing sur le fait que notre faiblesse principale de notre mécanique fasse la meilleure chose à chaque fois. C'est-à-dire, la première chose qui va sauter, c'est la chose mécanique que vous travaillez déjà avec votre coach et que vous avez du mal à faire. Donc, votre identité sera que, par exemple, votre bas du corps a tendance à ne pas s'engager, ou que vous revenez un peu par-dessus, ou que vous avez les mains trop actives. Si vous basez tout votre swing sur le fait de ne pas faire ça, en fait, vous n'arriverez pas à le faire parce que sous pression, c'est le premier truc qui va sauter. Donc vraiment, hyper important d'identifier vos plus gros défauts dans votre swing, dans votre mécanique. Est-ce qu'ils sont corrigeables, entre guillemets, facilement en gardant quand même son identité, et en tout cas composer avec. Ça, c'est obligatoire de composer avec les faiblesses techniques que vous avez et de construire un swing autour de vos peurs, au cours des dangers. Et on le voit souvent c'est par rapport les constructions qui sont faites. Il y a des joueurs, tu vois, par exemple, comme Dustin Johnson, qui était un joueur de draw et qui est passé à devenir un joueur de fade grâce à Bud Sharman. Et il était déjà sur le PGA Tour. Mais ça vient d'une peur. Noren est dans le même cas aussi. Quelqu'un qui n'a un moment s'est dit, en fait, je peux plus voir la balle tourner de droite à gauche, quoi. Si je la vois sortir louper à gauche, j'ai envie de me tirer une balle. Donc, et je vais arrêter. Et donc du coup, là, ils sont partis dans un extrême de se dire, ok, moi, quoi qu'il se passe, je ferai plus jamais une balle qui tourne de droite à gauche. J'exagère parce qu'ils en font quand même de temps en temps, mais en tout cas dans leur système général. Ça, et on parle de joueurs de très 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 haut niveau. Donc, c'est quand même très compliqué de changer au bout de 20 ans de golf sa trajectoire. C'est très compliqué. On aura toujours une tendance à être fader, à être drawer. Rares sont ceux qui font dans les deux sens régulièrement. On peut être, pour mettre un peu d'humour, on peut être un socketeur, on peut être un gratteur, on peut être un topper. Mais ça va toujours être assez important en fait de définir quand même, ok, là je fais un petit clin d'œil vu qu'il nous écoute quand il est sur la route à mon pote Labod qui tape des fades depuis toujours, qui a un swing de fade mais qui rêve de faire des push draw et qui travaille pendant des mois et des mois et des mois pour faire un push draw, et quand il arrive sous pression, il arrive à tirer qu'un fade parce que c'est son système en fait. Donc en fait le temps qu'en plus qu'on perd à vouloir essayer de changer quelque chose fait qu'après, on peut perdre son point fort. C'est-à-dire que lui, de temps en temps, il se retrouve dans des périodes là où il joue moins bien. Je suis désolé, la bonne, de t'afficher. Et alors, on va vous afficher son swing. Là. On va vous l'envoyer à tous. Et non, mais un bon swing de fader, en fait. Ouais. Et de temps en temps, il passe des mois et des mois et des mois et des mois à essayer de taper des push draws. Et en fait, du coup, quand il finit presque un peu par abandonner le truc, parce qu'il joue moins bien, quand il veut revenir à son système de fade, il met un temps fou en fait à revenir à son système de fade. Ouais. Alors que je trouve qu'il joue jamais aussi bien que quand il est dans son système de fade au grand jeu. Et ça, moi, je le vois très souvent. Le problématique, c'est que les systèmes de fade à plus bas niveau, on va dire, se transforment rapidement en slice. Et c'est pas des vrais fades, c'est des balles coupées. Donc en fait, c'est vrai que moi, c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est effectivement ceux qui ont plus de facilité à travailler en voyant une trajectoire, de faire ce que fait Labod, dans le sens où d'essayer de travailler des push draw, tout en sachant que c'est pour améliorer leur fade. Ah, que c'est pour contenir leur fade. Exactement. En fait. Et que en fait, sur le parcours, il faut continuer. Sauf que lui, il voulait le sortir sur le parcours. et je leur dis de temps en temps, alors il y en a, ça se transforme. Et puis, en fait, ils arrivent à le voir, ou parce qu'ils voyaient justement un draw, mais ils n'arrivaient pas à le produire, donc ça, c'est autre chose. Mais quelqu'un qui voit un fade et qui commence à l'avoir accentué, c'est un bon exercice pour le contenir. Mais après, quand vous arrivez sur le parcours, vous laissez faire. C'est justement le travail en amont est fait pour essayer d'avoir un fade naturel qui fonctionne. Moi, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, c'est pas grave si ça se transforme en léger fade. Ça ne veut pas dire que tu as fait un mauvais swing. Ça veut juste dire qu'il faut que tu essayes de faire un peu l'opposé dans la trajectoire pour pas rebasculer sur du slice. Ouais, parce que moi, les deux erreurs que je vois le plus souvent, c'est donc effectivement souvent une balle de gauche à droite du départ. Ouais.
Et là où en fait les joueurs ont tendance à continuer à s'orienter au milieu du fairway parce qu'ils se savent capables de taper une balle toute droite, à essayer de changer le swing sur le parcours pour essayer de faire une balle toute droite, et du coup à la mettre 6 fois sur 10 dans le rough de droite ou moins bien que le rough de droite encore, parce que plus à droite, 2 balles sur 10 sur le fairway, et 1 ou 2 qui sont ratées par le contact qui, peu importe là où tu aurais visé, aurait fini pas là où il faut. Mais quand tu sais quel joueur t'es, bah plutôt que de t'aligner sur le milieu du fairway, tu t'alignes peut-être même dans le rough de gauche, et en fait, le joueur ne retient à chaque fois que celles qui partent toutes droites. Ah ouais, mais regarde, je suis dans le rough de gauche. Ouais, mais il y en a 6 sur le fairway maintenant. Alors qu'avant, il y en avait que 2. Donc tu viens de gratter en fait énormément de points. En sachant qui t'es, ça te permet, en connaissant ta trajectoire et en sachant que sur le parcours, c'est pas le moment de la changer, bah tu touches beaucoup plus souvent ta cible. Ça, c'est pour faire c'est quand même sympa de jouer du fairway. C'est sympa de jouer du fairway. Ouais, c'est pour être performant. C'est sympa, mais c'est parce que tu comprends qui t'es. C'est ça. Après, c'est justement là où le travail de transition est difficile. C'est-à-dire que si tu veux petit à petit adoucir ce slice, tu es obligé de passer par une phase où tu t'alignes au milieu du fairway. Mais à ce moment-là, tu vas faire 9 trous en fin de journée ou 9 trous à la fraîche tout seul. Tu remets des balles, tu te mets sur le parcours. Ça te permet de faire une transition entre le practice où ça commence à être du 8 sur 10 que ta trajectoire, elle sort. Tant que c'est du 3 sur 10 ou du 2 sur 10, c'est pas ta nouvelle identité. C'est pas ta nouvelle trajectoire. Si c'est 8 sur 10 au practice, il faut aller sur le parcours et sur le parcours sans pression. Et puis tu commences à voir si tu arrives à adoucir la trajectoire. Mais c'est sûr que si demain tu vas en compétition ou que tu vas faire une partie où ça compte, il faut que tu joues en étant performant. Ou sinon, tu es en accord avec le fait que tu vas faire une partie où tu vas en mettre partout, etc. Mais tu ne peux pas être performant et en même temps compter sur un 2 sur 10 qui marche au practice et que sur le parcours, ça va se révéler et marcher toute la journée. Malheureusement, les miracles, ça n'arrive pas souvent. Ah ouais. Donc, il va falloir aller comprendre, donc se définir. Est-ce que je suis un drawer? Est-ce que je suis un fader? Est-ce que j'ai des grosses lacunes au petit jeu? Est-ce que j'ai pas de lacunes au petit jeu? D'essayer de comprendre en fait déjà tout ça, parce que ça va vous permettre ensuite d'axer votre entraînement sur consciemment, en ce moment je travaille mon point fort, parce que c'est mon identité. Et ça, c'est un truc, je trouve, qui à tout niveau s'oublie trop souvent. C'est-à-dire, ouais, ça c'est mon point fort, maintenant je vais travailler sur mes points faibles. Ben ouais, mais souvent le point fort, du coup, pendant que les points faibles augmentent, le point fort il descend. Et le point fort peut presque se retrouver à devenir le point faible. Et c'est là où on se perd complètement. Ouais, et c'est hyper important de savoir que les points faibles, alors j'aime pas forcément les points faibles parce que ça fait un secteur de jeu et on peut progresser dans les secteurs de jeu, mais en tout cas on va dire que les faiblesses techniques ou les faiblesses dans la mécanique du mouvement, peu importe secteur de jeu, seront toujours un peu présentes, seront moins présentes à certains moments, vous arriverez mieux à les compenser de temps en temps, mais malgré tout sont toujours présentes, donc vous devez construire votre swing par rapport au fait que vous savez que sous pression, il y a des chances que ça revienne. Et comment on fait pour que ça soit performant, même sous pression, avec ces défauts qui reviennent? Si vous n'avez pas la solution, vous êtes mort sur le parcours. Parce que il y a un moment ou un autre, vous allez avoir une source de stress qui est différente. Et là, vous allez vouloir vous réfugier dans ce que vous connaissez et que vous savez faire. Et vous allez revenir à vos mauvais coups. Et vous ne saurez pas quoi mettre en place pour arriver à les contrer. Donc ça, c'est hyper important. Et donc ça, c'est comment définir quel joueur on est. Je pense que c'est d'abord un travail vraiment sur soi. C'est-à-dire, pas forcément sur le golf, déjà, de façon générale. Tu vois, c'est de se dire, OK, est-ce que je suis quelqu'un qui a tendance à être anxieux, à stresser facilement? Est-ce que je suis quelqu'un qui, au fond de moi, a envie d'être agressif sur le parcours, c'est-à-dire d'aller chercher les drapeaux? Ou est-ce que c'est juste parce que je vois les joueurs aller chercher les drapeaux que j'ai envie de le faire? Mais est-ce que je suis un joueur qui a envie d'être plus stratège, qui a envie d'être plus défensif? Est-ce que je suis un joueur qui voit plutôt des trajectoires avec des balles qui tournent ou qui voit des balles toutes droites? Tout ça, de définir en fait déjà quel joueur on est avant même de parler du swing. Je vais vous donner un exemple d'un joueur pro que j'entraînais, dont je tairai le nom. On arrive au practice quand on commence à travailler ensemble et il me dit moi je veux jouer des coups tout droits. J'ai dit ok, bon très bien, donc on fait du practice ensemble et puis là on tape tout droit et puis là on fait des séances magnifiques, hein. Il loupe plus un coup, tout est tout droit, magnifique, super.
Et puis, on va sur l'Albatros. Donc, vous connaissez peut-être pas tous l'Albatros, mais en tout cas, je vais vous citer le 1 et 2 et le 3. On arrive au 1. Et puis, le drapeau est au fond à gauche. Et puis, pour jouer, je vais vous te parler des attaques de green. Hein. L'Albatros, c'est le golf national. Le C'est golf le national. parcours de l'Open de France pour ceux qui n'ont pas la référence. Et le drapeau est au fond à gauche du green. Et là, il me dit, bah écoute, je la vois bien m'aligner 20 mètres à droite du drapeau et la faire rentrer sur le drapeau. Donc, plutôt en draw. Je dis OK et tout. Il fait un tout droit. Bon, très bien. Il se finit dans les bunkers derrière. Bon, très bien. Derrière, au 2, on le trouve avec de l'eau. Il me dit, bah là, drapeau à droite. Il me dit, je vois bien un coup, je m'aligne 10 mètres à gauche et j'essaie de la faire rentrer en fade. OK. Bah, tout droit. On arrive au 3. Bon, il me fait la même chose, je vous la fais courte. Et je lui dis, en fait, il me dit, je comprends pas, j'y arrive pas, tu vois, j'arrive pas à scorer sur le parcours et tout. Alors que je tape parfait au practice. Et je lui dis, mais attends, mais t'es au courant quand même que là, depuis, on a fait 3 trous, t'as toujours pas tapé un coup comme au practice, on travaille. C'est-à-dire qu'on travaille que des coups tout droit au practice. Et en fait, sur le parcours, tu vois aucun coup tout droit. En fait, ce qui te rassure, c'est de voir la balle rentrer vers le drapeau d'un côté ou de l'autre en fonction des dangers. Et ça te rassure et ça te permet d'engager le couple. Et du coup, on ne travaille pas le bon swing. On ne travaille pas la bonne intention. Et surtout, tu t'entraînes de la mauvaise façon. En fait, tu t'entraînes à un coup que tu n'utilises jamais. Ouais. Et à partir de ce moment-là, bah en fait, déjà, ça l'a vachement aidé parce qu'il est parti en fait, d'accepter que c'était un joueur de trajectoire qui avait besoin de créer une trajectoire à chaque fois pour être compétitif, performant et on va dire dans le coup. Et qu'en fait, quand il jouait un coup tout droit, bah en fait, c'était un coup mécanique qu'il avait au practice, mais qui, sous pression, ne pouvait pas être joué. Il ne pouvait pas s'aligner sur un drapeau tout droit et taper. Donc ça, c'est un exemple et c'est un joueur de haut niveau. Mais c'est T'arrives sur hyper le point qui est important. T'arrives sur le point qui est très important en général, c'est d'essayer de s'entraîner comme on joue et du coup de jouer comme on s'entraîne. Exactement. Mais quand tu tapes des balles sans jamais faire attention à ce que tu fais, enfin à là où tu vises, à juste travailler le swing, et que tu vas au départ du 1 et que tu fais une routine déjà, Ouais. bon bah tu peux pas espérer de taper un bon coup en fait. T'as jamais fait une routine à l'entraînement. Et puis, Donc, ta routine, si tu tu l'as l'as pas pas fait à préparée. l'entraînement, en plus, tu sais pas ce que tu dois mettre de bon dans cette routine en plus de ça. Ouais, donc tu vas même plutôt te perdre Ouais. ou de jamais faire un chip et de se dire sur le parcours je vais mieux chipper. Ouais. Ou au chipping green de prendre un saut de balle avec 50 balles et puis d'enchaîner. Bon, bah ça ressemble pas du tout à ce qu'on connaît sur le parcours. C'est-à-dire que si c'est pour vraiment travailler quelque chose de technique et qu'il y a besoin de répétition, de faire des essais, ok, je fais un peu plus par là, je la mets un peu plus par là. Si c'est du testing, il pourrait y avoir 1000 balles, c'est pas très grave. Mais par contre, il y a toujours des phases, on en a souvent parlé dans les tontons golfeurs, il y a toujours des phases là où on va venir donc expérimenter. Ensuite, ça peut être vraiment un travail technique très précis. Et ensuite, par contre, il va falloir emmener ça vers de la performance. Donc, se tester à l'entraînement. Pas forcément sur le parcours. Ça peut être au chipping green, ça peut être au putting green, ça peut être au practice. Si, pour ceux qui ont des poteaux de rugby, c'est assez pratique. Tiens, est-ce que je suis capable de mettre 3 balles d'affilée en faisant une routine complète à chaque fois 3 balles d'affilée avec mon fer 8. Pas au-delà des poteaux, mais juste déjà dans l'axe. Est-ce que je suis capable de la faire tourner un peu autour d'un poteau ? À tous les niveaux, hein, on n'est pas obligé de la coller au poteau. C'est juste des idées, en fait, déjà, Et que vous allez retrouver sur le parcours. Et en C'est d'abord une intention claire. Ouais. Et en visualisant, et on vous dit, tu vois, moi je le fais pas mal au practice, et en plus c'est très compliqué quand tu es sur tapis de se décentrer un peu de l'axe, donc c'est un super exercice. Mais souvent je connais les parcours de mes élèves. Je leur dis voilà, bon là on est au 3 de ton parcours, le trou il est comme ça, donc là le poteau à droite, là c'est le bunker, là c'est le drapeau réel, à gauche t'as pas le droit de louper. Enfin je le mets dans des conditions du réel. Au practice. Alors en plus maintenant c'est de plus en plus facile avec toutes les technologies qui sont installées sur les practices. Vous pouvez quasiment le faire en étant au practice. Mais vraiment, faites-le au practice quand vous sentez que votre swing, vous êtes satisfait de ce que vous faites, vous tapez bien. Testez-le, servez-vous au practice de visualiser et d'être honnête avec vous. Si vous visez une cible tout d'un coup au practice, réellement, avec un danger défini à droite ou à gauche, et que vous n'en mettez pas une comme vous voulez, bah en fait, ne sortez pas du practice en vous disant en fait je tape parfait. Bah non, en fait, il y a des choses à peaufiner. Est-ce que vous faites le bon swing ? Est-ce que vous êtes dans la bonne trajectoire ? Est-ce que vous abordez le coup de la bonne façon ? Est-ce que vous alignez au bon endroit ? Enfin, il y a tout ça qui est à remettre en question. C'est vraiment crucial de définir qu'est-ce qu'on veut faire
le process, et plus vous entraînez comme ça au practice, plus sur le parcours, ça sera que facile. L'autre chose aussi que j'ai vécu aussi assez récemment, d'ailleurs, j'avais la discussion hier avec un joueur qui avait basé son swing sur le fait je vais reformuler. C'était pas comme ça. On était parti sur le fait que le joueur faisait beaucoup de slice. Et c'est un joueur qui joue bien. Il joue un chiffre. Il a des très bonnes mains. Donc c'est quelqu'un qui joue. Il est capable là sur demande de te faire tourner la balle de droite à gauche, de gauche à droite, haut, bas. Il fait vraiment ce qu'il veut avec la balle au practice. Au practice. Ouais, parce que là je me disais, tu es en train de me présenter un mec qui a l'air très fort quand même. Et donc du coup, joueur de slice, je lui dis attends, il faut que tu visualises un coup avec un peu plus de main, tac tac tac. Il le fait, magnifique, super, ça marche tout de suite. Il fait plus ses slices, il fait des balles parfaites et tout. On arrive sur le parcours, cata. Mais cata, il voit plus le truc, il sait plus où il doit s'aligner, il sait plus quoi faire. Les mains, une fois elles passent, elles sont à gauche, une fois elles passent pas, elles sont à droite, il bloque, etc. Il me dit je suis stressé, etc. Il fait ça pendant un ou 2 mois, je ne le revois pas pendant cette période, et il revient, il me dit c'est mieux, mais bon, voilà. C'est mieux, mais j'en mets quand même à droite, à gauche, etc. Et en fait, on en parle, et il me dit en fait, je me rends compte qu'au practice, je suis un joueur hyper détendu, je m'amuse, j'ai envie de faire jouer la balle. Par contre, quand je suis sur le parcours, je suis ultra stressé. Le coup que j'ai envie de jouer, c'est un coup où j'ai envie de jouer avec l'impression, ce qu'il me disait, les 2 bras tendus, tu vois, comme si je faisais un grand chip, et ça me rassure. Et quand je suis vraiment sous pression, je peux rien faire d'autre que ça. Donc du coup, un coup basé sur le fait qu'il n'y a aucune manipulation des mains. C'est vraiment un coup sans main, avec juste du corps, voilà. Donc là, on part sur quoi ? On part que si jamais, et ce qui était le cas, tu as un grip un peu faible, une face un peu ouverte, en fait, tu mets toi à droite. Tu as des mains bloquées, tu mets toi à droite. Et donc, du coup, là, on s'est dit, OK, au lieu de travailler cette rotation de main que tu n'es pas capable de faire sous pression, et c'est pas grave, c'est justement bien d'avoir identifié ça, que tu n'étais pas capable de le faire, maintenant, on va mettre un grip plus fort qui va du coup faire le job de fermeture de face pour toi. Donc, tu n'auras plus à le faire. Et à ce moment-là, en fait, tu pourras jouer ton coup qui te rassure un peu stressé, on va dire, un peu tendu, crispé, avec une balle qui, du coup, sera beaucoup plus neutre et qui sera plus à droite. Et tout de suite, ça lui a parlé. Et tout de suite, sur le parcours, il avait pu être beaucoup plus performant, notamment quand il commençait à avoir des trous qui le stressaient. Se rappeler aussi, du coup, le niveau d'exigence, j'y pensais pendant que tu parlais, du niveau d'exigence aussi qui de temps en temps n'est pas du tout en adéquation avec le golfeur qu'on est de manière globale et aussi de temps en temps de manière très ponctuelle. Dans une période de doute, on ne peut pas essayer c'est compliqué de se dire là en ce moment il faut que je baisse mon index. Dans une période là où tout va très bien, c'est là où on peut être un petit peu plus dur avec soi-même et être un petit peu plus exigeant. Mais de savoir un peu mieux du coup le golfeur ou la golfeuse que vous êtes, ça va être du coup d'avoir conscience de ce qu'il y a comme prérequis pour le niveau que vous avez et de qu'est-ce que vous allez devoir faire pour pouvoir être encore meilleur. Donc de l'exigence et de la pertinence à l'entraînement, et ensuite sur le parcours, toujours être indulgent. Rappelez-vous bien tous les chiffres qu'on essaye toujours de vous sortir dans les tontons golfeurs, c'est pas normal de mettre tous les putts à 2 mètres. Les meilleurs du monde, ils sont pas du tout à 100%, on n'est pas loin des 50. La 2 mètres, ça doit être 60, 2 mètres tout pile, ça doit être 60, 65 max. On parle des meilleurs joueurs du monde, sur les meilleurs greens du monde, qui passent leur vie à s'entraîner. Ouais, c'est 66 à 1m80, je crois. Donc, ah ouais, à 6 pieds ou un truc comme ça. Ouais. Mais donc du coup, redescendez le niveau d'exigence, à part si vous êtes un golfeur qui met tout. Si vous avez la stat qui nous montre, les tontons golfeurs, moi à 2 mètres, je suis à 85% à l'année, là on dit bravo et super, et puis on continue. Donc le golfeur que vous êtes, c'est je fourre, je mets tous les putts à 2 mètres et moins. Mais d'avoir, c'est là où pour ceux qui font un peu du golf performance qui nous écoutent, d'avoir des stats pour aussi s'en rendre compte et que le but c'est pas tout de suite de faire ce que font les meilleurs joueurs du monde, peut-être que vous le ferez jamais, même si au putting ça demande moins de prérequis physiques, donc putting et manière de penser, c'est là où on peut potentiellement se rapprocher le plus possible des meilleurs du monde, mais déjà de savoir où sont les marges de progression et qu'en fait le but c'est de progresser. Donc c'est de progresser sans s'oublier, c'est-à-dire que s'oublier ça serait je suis un très très bon driver mais je putte très mal, je passe ma vie au putting green, oui mais si c'est pour devenir un très bon putter et devenir un mauvais driver,
Bah, c'est quand même compliqué de s'adapter après aussi. Même si c'est toujours bien de bien savoir putter. On fait un petit clin d'œil à Antoine quand même. Ah Mais non. même si ce qu'on veut, c'est mettre des grands drives. Et, et donc, du coup, c'est ça qui va vous emmener sur comment je progresse. Donc, comment est-ce que j'emmène mes points faibles à un niveau un peu plus haut. Et comment je conserve aussi mes points forts. Donc, Oui, ça, de le stater et compagnie, c'est assez intéressant. Par contre, pour ceux qui sont un peu plus golf loisir, bah, c'est dans l'optimisation. Je fais beaucoup de slice. J'ai pas envie de travailler sur mon slice. Bon, ben, on s'aligne à gauche et on se laisse faire. On n'essaye pas de la faire slicer. On la laisse faire, elle slicera. De temps en temps, elle slice pas, elle reste ref de gauche. Et de s'adapter avec ça en sachant bien en sachant bien qui on est. ouais, et je pense que c'est important que vous arriviez à être vraiment, alors j'ai pas envie de dire honnête parce que c'est un mot fort, mais vraiment, voilà, d'être bienveillant avec vous et arrêter de vous faire du mal. C'est-à-dire que quand vous sortez d'une partie ou quand vous êtes sur le moment, il faut que vous arriviez à vous dire, ok, j'ai identifié que là je suis stressé, ok, j'ai identifié que je me sens pas bien, j'ai identifié que le coup que je devrais peut-être taper ou que Rory a tapé la semaine dernière, je suis pas capable de le faire, peut-être au practice, peut-être même pas au practice, mais en tout cas pas tout de suite. Qu'est-ce que je peux faire comme coup qui me rassure et qui me permet aujourd'hui d'être performant? Qu'est-ce que si je peux pas et aller voir son coach dans le sens en disant voilà, moi il me faut un coup, j'aime bien l'appeler comme ça, le coup backup, un coup avec lequel je peux finir une partie où je me sens pas bien, mais je sais que la balle, je vais la laisser là, je vais la laisser en jeu. Je donne mon exemple que je montre souvent aux élèves, même si je leur tape pas beaucoup de balles, mais parfois je le montre, c'est que je leur tape une balle normale où je suis plutôt un joueur de draw. Et après, on leur dit voilà, maintenant, si je veux être sûr de la mettre là entre le 100 et le 50, je parle en largeur, hein, sur un fairway, bah, en fait, je vais te taper un écrasé en fade. Je vais faire une trajectoire qui n'est pas celle pour laquelle mon swing naturellement est fait ou celle que Ah, j'ai mais si l'impression de t'es jouer. sûr, si t'es sûr de toucher ta cible, pourquoi est-ce que ton plan B n'est pas devenu ton plan A? Alors, pour des raisons d'optimisation de trajectoire, c'est-à-dire que ça me permet de la mettre dans l'axe, mais elle est quand même trop basse pour pouvoir jouer toutes mes attaques de green de cette façon-là. Et l'optimisation de distance. Aussi, sur les longs coups, ça commence à être compliqué, un peu pour les mêmes raisons balistiques. C'est un peu compliqué. Par contre, si j'ai besoin de la tirer sur un fairway, c'est le coup que je vais jouer. Alors que ce n'est pas le coup sur le papier que j'ai envie de jouer. Mais, et c'est une bonne réflexion ce que tu as dit, je pense que mon swing mécaniquement, vu que je suis un joueur un peu de pool à la base, je pense que j'aurais été un meilleur joueur en fade. Je pense qu'un joueur en pool fade, je pense que j'aurais été un meilleur joueur. Voilà. La problématique, c'est que j'ai joué quasiment toute ma vie en pool draw et qu'en fait, j'ai habitué mon œil à l'avoir tourné de droite à gauche et j'ai toujours été en bataille entre mon œil et la trajectoire. Et en fait, j'avais du mal à visualiser un fade. Souvent, je pense parce qu'on a essayé de me faire un vrai fade alors que je pense que j'aurais dû faire peut-être un pool fade. Qui m'aurait rassuré parce que du coup on voulait me faire sortir la balle un peu dans l'axe pour le fade alors que moi j'ai besoin de la voir sortir à gauche de mon alignement. Voilà, bon, pour plusieurs raisons. Après on va pas parler de moi 2 heures, mais je pense que j'aurais pu être un meilleur joueur, peut-être aussi parce que j'ai pas eu le courage de changer de trajectoire en milieu de carrière au moment où peut-être je me suis un peu rendu compte de ça. Et quand j'ai essayé, je ne l'ai pas fait forcément de la bonne façon, comme je te disais, avec une balle peut-être qui sortait pas assez à gauche par rapport à moi. Voilà, bon, pour plusieurs raisons. Mais en tout cas, aujourd'hui, demain, on me met un fusil sur la tempe et on me dit il faut que tu la mettes sur le green. Absolument. Avec un fer 7, je pense que je suis plus capable de te la mettre en faisant un écrasé en fade. Je suis sûr de la mettre dans l'axe. Alors, fusil sur la tempe, c'est quand même pas une super solution, mais elle me plaît beaucoup parce que justement, Benoît, de temps en temps, quand je veux la taper un peu plus droite ou un peu en fade ou des trucs comme ça, il me dit Seb, si demain, t'as un fusil sur la tempe, moi en l'occurrence, je mets ma vie en jeu que tu vas taper un draw. Donc Ouais. arrête de me dire que celle-là, tu la voyais en fade. Si oui, peut-être que tu la voyais en fade, peut-être que tu avais envie de la taper en fade, mais rappelle-toi bien un truc, c'est que si demain, on te met un fusil sur la tempe et qu'il faut taper ta cible, tu la taperas en draw. Et je pense que ça, Parce que c'est mon effet naturel, bien évidemment, aussi, comme le tien. Et je pense que ça, c'est très intéressant de se mettre dans ces conditions-là
entre guillemets, pour arriver, pas réellement, mais de se mettre dans des conditions où on se dit, ok, si demain j'avais pas le choix, quel coup je fais pour la mettre dans l'axe. Alors ça peut être un coup à 70 mètres de vous, hein, c'est pas forcément un coup à 250. Et pas le coup que j'aimerais faire. Ouais. C'est le coup, j'ai pas le choix. Qu'est-ce que je vais sortir? Qu'est-ce que je fais naturellement? Est-ce que je prends 2 clubs de plus? Est-ce que je prends un club de plus? Est-ce que je joue le même club? Est-ce que je la mets plus à droite dans le stance? Est-ce que je la mets à gauche? Ça t'arrive sur le deuxième point tout à l'heure. J'ai dit il y a 2 choses que je vois très régulièrement. Il y avait le fait de pas forcément s'aligner et de viser à l'endroit qui est cohérent avec la balle qu'on fait, donc avec le golfeur qu'on est à ce moment-là. Et il y a aussi la distance à laquelle on frappe la balle. On n'est souvent pas du tout au clair sur la distance à laquelle on frappe une balle, à laquelle elle tombe, qui est quand même le plus important, la balle là où elle tombe, parce que si les greens sont un peu mous, le fairway est un peu mou, elle va planter, donc il n'y a pas de rôle. Mais surtout aussi, du coup, sur la distance, je vois trop souvent des gens qui ne mesurent leur fer 7 ou leur fer 6 ou leur fer 8, et je suis désolé messieurs, mais ça reste très masculin, les femmes sont beaucoup plus réalistes, pendant que nous, on est idéalistes là-dessus, c'est... de penser que le fer 7, on l'a tapé une fois à 150 mètres quand il faisait chaud, vent avec, en plein été, limite en altitude. Et du coup, maintenant, à 150 mètres, même en plein hiver, ah ouais, mais je tape le 7 à 150 mètres. Bah non, c'est 128, je suis désolé. Et moi, je m'amuse du coup de temps en temps en pro-am à rajouter de la distance. Par exemple, mettre un coup de jumelle, il n'a pas encore eu le temps. Et la montre, elle dit 135. Je dis non, mais le drapeau, il est au fond. Alors que pas du tout. non, il est au fond. Non, il y a 150 là. Donc 135. Et puis du coup, ils disent 135, c'est. Enfin, à dire l'inverse, à dire qu'il y a 150. 150, c'est mon 7. Et puis à taper un super coup de fer 7 qui est 5 mètres court du drapeau. Ah, pas mal, super. Bah ouais, mais le coup, il a fait 130. Il a pas fait 150. Donc tu cultives le fait qu'il croit qu'il tape à 150, c'est ça? Quand il est tout seul. Oui, mais au moins, pendant notre partie, ils optimisent. Et on gagne, et tu gagnes des pro-am. Mais ouais, c'est marrant ce que tu fais, parce que moi, je fais la même chose. Et c'est que... On n'est pas méchant, c'est-à-dire que Steve Williams faisait la même chose avec Tiger Woods. Ouais. Mais oui, parce que c'était pas dans le sens, c'était tout le temps la distance, parce que Tiger pensait qu'il frappait plus fort. C'est surtout que Steve Williams l'a dit, ça vient de Steve Williams, qui donnait pas tout le temps les bons chiffres à Tiger pour être sûr qu'il joue tel club plutôt que tel club, parce qu'il y avait un danger devant, ou il y avait un danger court, ou il fallait tel taux de spin. Et donc du coup, de temps en temps, il mentait sur les chiffres à Tiger. Ouais, parce que tu vois, ça arrive souvent de faire comme tu fais, avec des 4-5 mètres, tu vois, enfin des 5 mètres dans un sens ou dans l'autre, pour justement anticiper, plutôt que dire, oui, là, ton fer 7, ça risque d'être un peu short parce qu'il y a de l'eau devant, si tu la touches moyen, enfin, tu vois, tu pars dans une démarche qui n'est pas la bonne pour optimiser la confiance du joueur pour taper le coup. Alors que si tu dis, mais attends, là, c'est un coup de fer 6 sans hésiter, c'est sûr que c'est ce coup de fer, et tu sais que s'il tape le coup parfait, il sera peut-être 5 mètres long, mais que s'il tape le coup moyen, il passe quand même l'eau, et il te remerciera. Mais à force, il faut leur expliquer en fait qu'il faut arriver à accepter qu'on joue des moyennes de carry, de portée de balle, et pas le max. Et donc, moi, quand j'essaye de leur faire des étalonnages, j'essaye déjà de le mettre en évidence. En virant, moi je vire les meilleurs. Tu vires les 2 meilleurs, les 2 moins bonnes. Exactement. Si t'en fais 10 par exemple. Et je crée un créneau de 5. Alors quand c'est des joueurs un peu plus débutants, je mets un créneau de 10. Donc je dis, voilà, tes coups, ils vont être au fer 7, par exemple, ça va être entre 120 et 130. Ça va être et son meilleur coup, il fait 134. 124 quoi. Et son meilleur coup, il fait 134. Donc je suis dans la bonne moyenne. Quand on progresse, je fais plus que des créneaux de 5. Et je lui dis, voilà, c'est 125, 130. En sachant que son max, c'est peut-être 135 ou 134. Mais qui arrive en moyenne, mais qui arrive pas assez souvent. En fait, qui arrive pas assez souvent pour qu'on puisse le prendre en compte. Exactement. C'est comme ce slicer qui de temps en temps tape un draw. Bon bah oui, s'il s'aligne à gauche et qu'il tape un draw, bah oui, il sera pas bien. Mais en même temps, il sera tout aussi mal que le trop gros slice. Et ça arrive qu'une fois sur 10. Donc en fait, c'est pas si grave. On peut pas jouer tout le temps avec le coup parfait, tout le temps. Sinon, on est constamment sous pression et en plus, on est constamment déçu du coup, vu qu'on la touche pas à la perfection. Et c'est ça que les joueurs professionnels font 100 fois mieux que vous qui nous écoutez. C'est cette anticipation. Ils loupent. Et vous êtes les premiers à me dire à chaque fois que j'ai quelqu'un qui va sur un événement d'un tournoi pro et qui suit pendant 18 trous quelqu'un, qui fait une carte... très bien chez les pros, on va dire, en fonction des parcours, mais -2, -3, -4, -5.
Il dit, mais je suis halluciné, il a loupé un nombre de coups. Et je lui dis, bah ouais. oui, mais il les a anticipés en fait. Il sait que là, il a ce coup à taper, mais il sait que le danger, il est à droite, donc interdiction de louper à droite, il doit louper à gauche. Il sait que quand il met en intention de jeu, par exemple, s'il se dit, je dois taper un pull fade, je la loupe jamais à droite, ou sans changer de trajectoire, si je la mets un peu plus à gauche dans le stance ou à droite dans le stance, ou si je grippe un peu plus. Il sait quoi mettre en place pour que 90% des fois, le coup va louper à gauche s'il est loupé. Et donc du coup, il loupe le coup, il a un endroit où derrière il peut encore sauver. Ils ont des capacités de recovery au petit jeu et de sauver qui sont exceptionnelles. Donc du coup, il est pas mal. Il fait chip putt, tac, il passe au trou suivant. Et puis il a tapé un mauvais coup et il a fait part. Exactement. Ouais. Et il a anticipé et pareil parfois, il joue des zones sur les coups de départ qui sont pas forcément le drive, alors qu'il pourrait taper le drive, mais il sait que la zone au drive où il va aller, elle est plus étroite, où elle met un danger en jeu. Elle est statistiquement trop dangereuse. C'est parce que si c'est que les deux plus mauvaises qui va taper sur 10 qui peuvent toucher le danger, potentiellement il va peut-être quand même taper le drive. Par contre, si c'est 3 à 4, là ça devient statistiquement beaucoup trop dangereux. Hop, donc on recule. On joue moins loin. Et parfois, c'est aussi parce qu'il a anticipé le deuxième coup. Il sait que le drapeau est court avec un bunker devant et que s'il met un énorme drive, il va avoir un coup de 30 mètres ou 40 mètres et qu'il a un coup en fait où il ne peut pas générer facilement en fonction du lie beaucoup de spin et d'arrêter la balle facilement. Donc du coup, il va dire ok, j'anticipe, je vais taper un coup plus court du départ pour me laisser un coup de 70 mètres que je sais que j'ai plus qu'une dispersion de 3-5 mètres. Et que la balle s'arrête tout de suite et tac, j'ai un coup voilà. Et donc du coup il joue deux coups plus faciles. Il joue un coup du départ plus court sur une zone plus large et derrière il a un coup encore plus facile même s'il est plus long. Donc ça, c'est ça la stratégie de parcours, c'est comprendre comment se joue le parcours, mais ensuite en y posant notre propre calque. Comment je joue le parcours comme le parcours me le réclame, mais moi avec mon jeu. Et c'est ce que faisait très bien, on parlait de Luke Donald tout à l'heure. Qui était, alors j'ai plus exactement, mais je crois qu'il avait été la meilleure scoring de par 5 l'année où il était numéro 1 mondial, alors que c'était celui qui avait touché le nombre de par 5 en 2, qui avait le moins touché de par 5 en 2, et qui faisait que des lay-ups. Parce que Wedge est extraordinaire. Zach Johnson, qui était un joueur américain qui a été capitaine de Ryder Cup il n'y a pas bien longtemps, et qui celle en Italie. Qui a gagné un Masters une année là où au début du Masters il s'est dit je ne t'attaquerai pas un seul par 5 en 2 de la semaine parce qu'il devait sentir qu'il pouvait faire qu'il pouvait avoir des difficultés peut-être à en toucher certains en 2. C'est pas un joueur très long. C'est pas un joueur très long, c'est un très bon joueur de wedge, donc ok, comment est-ce que je joue ce parcours avec mes forces? C'était en faisant comme ça. Et alors en plus c'est sympa parce que pour la petite histoire du coup il a gagné en n'attaquant pas un seul par 5 en 2 et en étant deuxième cette semaine-là du scoring sur les par 5, je crois. Je te dis mais j'en sais rien. Mais oui, c'est donc c'est important. En fait, mieux on se connaît, plus du coup on peut jouer le parcours comme on veut. Et même si on est juste golfeur occasionnel, moi je pense, alors c'est en l'occurrence un très bon joueur, mais un copain qui joue au golf à Tour de Salvani, qui est le golf là où j'ai commencé, qui est médecin, qui joue jamais de octobre à avril. En plus, maintenant, il a des enfants, donc même entre avril et octobre, il y va pas beaucoup. Mais qui, en fait, se connaît tellement que même quand ça fait 3-4 mois qu'il a pas joué, il est capable de manager sa balle et de faire, en fait, tout le temps des scores pas très loin du par, parce que c'est vraiment un bon joueur. Même quand ça fait 5 mois qu'il a pas joué. Parce qu'il est tellement dans... Je vais surtout pas me prendre pour un autre. Je vais jouer mon petit jeu. Je tape mon petit fade du départ, et puis de temps en temps, je tape mon petit draw sur les coups de fer, et puis hop, je fais un peu des petits chip putts dans tous les sens. Et en fait, il s'en sort toujours à essayer de faire des parts, à faire des parts. Si on est d'un moins bon niveau, ça peut être à faire des bogeys. Et en fait, juste, ok, je joue mon jeu, je suis pas là je vais prendre 50 mètres par les autres, mais moi, en fait, je vais faire mon petit bonhomme de chemin et je vais faire ma partie, quoi. Mais je pense que c'est là où tu es le plus en accord avec toi-même. Tu vois, moi, je le ressens aussi quand ça fait des périodes. Ah, de moins jouer ? Ouais, où j'ai moins joué. En fait, quand j'arrive, j'ai rien travaillé pour être quelqu'un d'autre ou pour faire autre chose. En fait, je suis obligé d'être moi, en fait. Je me dis, sinon, ça va être une catastrophe. Donc, je vais très simplement mettre des choses en place que je connais,
que je sais qui sont propres à moi. J'ai pas d'attente plus que ça. On a déjà parlé de l'attente, donc c'est un peu plus facile aussi de l'aborder. Et du coup, en fait, je me dis, bah ok, j'ai juste en fait à taper les coups qui me rassurent, les coups en sachant ce que va faire la balle, j'anticipe beaucoup mieux. Et je pense que là, t'es le vrai golfeur en fait. T'as ta vraie identité golfique. T'es un golfeur, quoi. Ouais. Tu t'as compris qu'il fallait juste mettre la balle en moins de coups possible avec ce que t'as, Ouais. pas avec ce que tu aimerais avoir comme qualité. Tu pourras toujours faire mieux. Scottie Scheffler, il peut faire mieux. Rory McIlroy, il peut faire mieux. Tout le monde peut faire mieux. Mais par contre, c'est juste faire de son mieux avec ce qu'on a. Et de faire son mieux, c'est d'améliorer son identité. Ça veut pas dire qu'il faut pas travailler. On vous dit pas, bah maintenant, il faut plus s'entraîner. Va sur le parcours et je suis moi-même et tout va aller. Non. C'est se identifier qui on est vraiment, mais vraiment, pas juste parce qu'on a des lacunes techniques qui peuvent être résolues. Donc, faire déjà la part des choses, arriver à se dire, ok, maintenant, je suis tel golfeur et je vais mettre des choses en place pour améliorer mon système et qui je suis. Et vivre avec. Complètement. Et vivre avec. Et là, vous serez des golfeurs épanouis et heureux de temps en temps. Ouais. Parce que, ouais, tu viens de le dire, épanoui, c'est que c'est un jeu. Donc c'est quand même dommage de temps en temps de se mettre sous terre et de presque dire je sais même plus quel golfeur je suis. Alors qu'en fait, la réponse, il y a que vous qui l'avez. Donc c'est ça qu'il faut chercher. Ça paraît. On a envie de passer des heures au practice ou des heures sur le parcours ou des heures au chipping green ou au putting green pour progresser, pour les plus besogneux d'entre nous. Mais de temps en temps, en fait, c'est avec un papier et un crayon la réponse à beaucoup de choses. Et pas dans le dernier tuto que vous avez vu sur YouTube ou le dernier podcast que vous avez écouté. Il va pas y avoir le secret tout d'un coup. Oh, ça y est, j'ai compris, je joue mieux. Non, il peut y avoir des sujets de réflexion. Allez dans votre direction. N'essayez pas tous les trucs que vous entendez, que vous voyez à la télé. Je suis désolé pour ceux qui en font leur business, mais le dernier drill à acheter qui bloque l'épaule. Non. Enfin, ça peut être un moyen, mais si jamais, c'est identifier que c'est une de vos lacunes et qu'il faut travailler ce truc-là techniquement et compagnie. Mais il va y avoir beaucoup plus à apprendre sur vous en tant que golfeur en se posant vraiment la question de qu'est-ce que vous voulez objectivement de votre jeu de golf que d'aller chercher les pages d'un magazine, les pages techniques pour gagner 20 mètres, pour plus faire sortie de bunker, pour plus rester dans un bunker, pour plus faire de 3 putts. Ça existe depuis toujours. Il n'y a personne qui a résolu le problème du slice, de la distance, du putting. Les choses doivent être beaucoup plus claires, en adéquation avec idéalement quelqu'un avec qui vous pouvez travailler et pas travailler tout seul. Je sais que c'est pas tout le temps, ça peut être onéreux, mais quand on a besoin d'aide, il faut prendre quelqu'un qui a les clés pour répondre à notre besoin d'aide, quoi. Et je pense que c'est difficile pour beaucoup d'entre nous d'avoir la lucidité et, on va dire, le côté humble d'accepter qu'on n'est pas le golfeur qu'on aurait voulu être et qu'on n'est pas capable de faire certaines choses. Et je parle ça parce que j'ai beaucoup d'élèves à forte réussite professionnelle qui ont réussi plein de choses, qui réussissent dans la vie et parfois qui n'acceptent pas en fait d'avoir des faiblesses, mais même mentales, c'est-à-dire que sur le parcours d'être stressé, ils n'assument pas le fait d'être stressé parce qu'ils gèrent des situations pour eux qui paraissent être beaucoup plus stressantes sur le papier et là ça les met dans leur retranchement parce qu'ils n'arrivent pas à le gérer parce que le golf est comme ça et que c'est un sport qui prend les tripes. Donc c'est vraiment, vous gagnerez du temps à identifier, vous dire ok, je n'arrive pas à gérer aujourd'hui la situation, comment je peux mieux la gérer? Est-ce que c'est par du travail mental? Est-ce que c'est par une mécanique qui est différente et comme je vous disais, mettre des choses en place par rapport à vos lacunes qui apparaissent sur le parcours? Mais ça ne sert à rien de se voiler la face et de continuer à faire la même chose et de se dire « mais je comprends pas, je fais la même chose qu'au practice ». Non, on le sait au fond de nous que c'est pas exactement la même chose, qu'on est un peu stressé et qu'on n'est pas au moins dans le même état d'esprit. Après, si vous faites techniquement peut-être la même chose et qu'il y a juste une donnée qui marche pas, mais la plupart du temps, c'est déjà qu'en soi-même, on n'est pas aussi bien et on n'est pas en accord avec soi-même. Et le golf, quand on joue bien, c'est un jeu très facile, à tous les niveaux. Quand on joue bien, c'est hyper facile. Par contre, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus gratifiant que de pas se sentir bien, d'être tendu, de mal frapper la balle et de faire un bon score pour notre niveau.
trouve Ouais. qu'il n'y a rien de plus gratifiant que tu sais, là tu vas nous entendre plein de fois s'être dit ça, de dire oh là là, aujourd'hui j'ai fait -2, c'est un vol, j'ai fait bricorama, toute la journée, ceci n'est pas un placement de produit, je précise, mais j'ai fait bricorama toute la journée, j'en ai pas secoué une, j'ai réussi à faire -2, je sais même pas comment. Ouais. Et en fait, je trouve que c'est les parties les plus gratifiantes. C'est c'est même ça la haute performance, c'est faire un bon score alors qu'on n'avait rien. Parce que faire pour un joueur professionnel, faire 66 le jour là où il joue bien, en l'occurrence, ça a été facile. Mais s'il avait 62 dans les mains, c'est une contre-performance. Il y a 4 coups d'optimisation en moins. Par contre, le -2, quand au mieux, tu aurais dû faire +2, c'est un vol. Mais c'est ça le golf. C'est faire de son mieux avec ce qu'on a. Ouais, c'est hyper important. Et souvent, ça commence même avant la partie. Tu dis, oula, aujourd'hui, je me sens pas bien, j'ai pas bien dormi, je sais pas. Ouais. Alors que le je frappe bien au practice, là, celui-là, c'est catastrophique. Je frappe bien au practice, les gens en général se mettent un niveau d'attente qui n'a plus rien à voir avec ce qu'ils sont capables de faire. Ouais, donc c'est vraiment identifier ça. Écoute, on va arrêter là, c'était bien. C'était intéressant. On pouvait repartir pour 2 heures encore, je pense. Ouais, mais... c'est ça. Ouais. Ah, c'est pour ça. Heureusement qu'il y a Antoine pour mettre des blancs. Donc, on se fait une petite... Ah ouais, en fait, il était pas là. Je l'avais pas vu. On est méchants. Mais ça fait du bien. Antoine, reviens-nous vite. Mais ouais, le putting, c'est de la chance. On fait une petite, un petit conseil, un petit dernier conseil ou une petite conclusion chacun, très rapidement. Moi, je viens de tout dire dans mes 5 dernières minutes. Okay. Donc, ceux qui étaient là, qui sont restés jusqu'à là, vous remettez 5 minutes en arrière et j'ai tout donné sur la fin de l'épisode. Tant pis pour ceux qui ont coupé avant. Alors, moi, juste un petit pas défi, mais un petit travail de réflexion. J'aimerais que vous preniez un papier, un crayon ou sur votre portable si vous préférez le faire sur une note que vous gardez avec vous. Et que vous essayez de faire l'exercice d'identifier quel joueur vous êtes sur un parcours, quels sont vos défauts, vos qualités. Voilà, de faire vraiment un travail. Ça peut prendre plusieurs journées, ça peut prendre plusieurs mois, le temps d'y arriver. Honnête. Hein ? Je me permets de te couper, un travail honnête. Ouais. C'est-à-dire que c'est pour vous le papier, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Donc, n'écrivez surtout pas quel golfeur vous voudriez être. C'est pas ça, c'est la deuxième étape. Ouais. Là, c'est quel golfeur vous êtes. Quelques golfeurs vous êtes, quelles sont les limites, quels sont de votre système, quels sont les coups qui vous rassurent, quel est ce que vous pensez être la trajectoire qui vous rassure le plus, est-ce qu'elle est réalisable, est-ce qu'elle est en plus, elle peut être performante. Enfin voilà, de faire tout un travail d'introspection sur quel golfeur vous êtes et qu'à la fin vous ayez vraiment le golfeur, votre identité. Si vous êtes agressif, pas agressif, et faites vraiment le travail sur plusieurs mois parce que vous allez vous rendre compte que vous pensez être d'une façon, mais malheureusement vous n'êtes pas forcément, ou heureusement d'ailleurs, vous n'êtes pas forcément comme vous pensez. Donc vraiment ce travail-là, et n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce travail-là, c'est hyper intéressant et le faire des retours après à votre coach, ça peut beaucoup l'aider pour orienter le travail pour qu'il vous aide au mieux. Un grand merci à Callaway pour son aide, pour son soutien depuis le début des tontons. Un grand merci aussi à titre perso pour tout ce qu'ils font avec moi. Donc, grand merci à eux. Un grand merci à Wally Clubmaker pour supporter Kevin toute la journée au golf de Paris-Longchamp et pour toute l'aide qu'il nous apporte sur les réseaux sociaux pour pouvoir vous permettre d'avoir du contenu de qualité qui sort chaque semaine. Et un grand merci à Golf Planet qui nous suit aussi depuis quasiment le début, à Chris qui est à l'initiative aussi, qui est un très bon ami que je remercie pour son aide. Et vous pouvez trouver toute l'actualité golfique sur cette application gratuite. Vous inscrire à la newsletter pour rien louper et surtout la sortie des tontons tous les 15 jours. Donc voilà, un grand merci à eux et à nous, du coup, nos 3 sponsors qui sont là. Merci mon Seb. Je te laisse Merci Antoine, qui Antoine est la définition de la notoriété, tu vois, c'est quand il est pas là qu'il nous manque. Tu vois, quand il est là, on est heureux qu'il soit là, mais quand il est pas là, il manque quelque chose. C'était un peu les tata golfeurs aujourd'hui. Il nous manquait quelqu'un. Tu vois, on a parlé d'identité aujourd'hui et aujourd'hui, on s'est senti un peu on s'est pas senti nous-mêmes. Ce qui est moche, c'est qu'il écoutera même pas l'épisode jusque-là, donc il saura jamais qu'il a dit ça. C'est vrai. Donc un grand merci à toutes et à tous justement qui, comme pas Antoine, nous ont écoutés jusqu'au bout.
On espère que cet épisode vous a plu, qui va vous aider à progresser dans votre vision de vous-même en tant que golfeur et peut-être même en tant que personne, qui sait. On n'essaye pas de s'improviser psychologue ou psychanalyste, voilà, on est juste en train de vous faire part de nos expériences et de nos connaissances. Vous pouvez bien évidemment nous faire des retours, on en a reçu quelques-uns récemment très agréables à lire et de personnes à qui on apporte du bon dans leur golf, donc c'est très flatteur et c'est très encourageant. N'hésitez pas à partager les épisodes, à nous mettre des commentaires, des avis, ça nous aide, ça nous encourage sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez aussi nous contacter, et YouTube bien sûr, bien évidemment, grâce aux vidéos de Wally. Et vous pouvez aussi nous contacter par mail, donc letontongolfeurs@gmail.com. Et on essaye toujours de prendre le temps de répondre à tout le monde. Ça peut prendre du temps, mais on finit toujours par vous répondre. Donc un grand merci à toi Kevin pour cet épisode. Et Merci, puis on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode des Tontons Golfeurs. À bientôt. À bientôt.